webinaire en prévention et contrôle des infections avec l'OMS Afrique et tous les partenaires techniques qui accompagnent. Nous avons ICANN, Africa CDC, le collègue d'ECO qui sont toujours là, présents avec nous. Et pour cette semaine, nous allons vraiment aller sur le cadre très juridique parce que nous avons des éminents juristes avec nous qui vont nous accompagner. Nous avons Madame Zeti Nanjobe qui va faire la première présentation et nous avons Docteur Christy Tivoda qui va nous partager l'expérience du Cameroun. Et aussi, nous allons vous rappeler que pour obtenir votre certificat de participation, il faudrait que vous puissiez assister au minimum à 4 de 6 séances et d'être resté en ligne environ 60 minutes pour prétendre avoir le certificat. Et en bas ou en haut de votre écran, vous trouverez l'icône en termes de globe qui va vous permettre de rejoindre les interprètes pour la langue portugaise et arabe. Les interprètes sont là. Vous cliquez à cet endroit-là et vous pourriez avoir directement l'interprétation en arabe ou en portugais. Assurez-vous que votre nom est affiché sur l'écran correctement, aussi bien que le pays. C'est toujours très utile de savoir que nous avons les différents pays et focaliser surtout les réponses avec les différents panélistes qui sont aussi originaires de plusieurs pays d'Afrique. Et aussi, n'oubliez pas que nous avons la rubrique Q et R qui se situe soit en bas de votre écran, soit en haut de votre écran. Ça dépend si vous utilisez l'ordinateur ou le téléphone. Vous trouverez cette rubrique Q et R qui vous permet de poser vos questions, de poser vos préoccupations et nous nous attellerons d'acheminer vos questions vers les différents panélistes et experts qui sont en ligne avec nous pour vous apporter de la lumière dans vos questionnements. Aussi, n'oubliez pas que nous avons la plateforme Telegram où nous avons cette communauté pratique et toutes les présentations et autres et toutes les discussions qui n'ont pas pu aussi aboutir ici, faute de temps, nous continuons le débat dans ces différentes plateformes dont le lien vous sera partagé au fur et à mesure durant cette présentation. Et n'hésitez pas surtout à poser vos questions, à poser vos questions et à poser vos questions. Les présentations vous seront renvoyées par votre email, l'adresse email avec laquelle vous vous êtes inscrit, c'est par là que les présentations vous seront automatiquement renvoyées grâce au support de nos collègues d'Africa CDC qui travaillent ardemment pour vous renvoyer les différents documents. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, c'est comprendre le cadre juridique pour la prévention et contrôle des infections. Comment on peut utiliser ces cadres juridiques pour faire le plaidoyer en termes de prévention et contrôle des infections. Notre premier intervenant sera Madame Zeti Nanjombe, j'espère que je n'ai pas massacré son nom, qui est juriste. Elle est titulaire d'une maîtrise en droit public et elle travaille dans le domaine de droits de l'homme et aide humanitaire avant de rejoindre l'Africa CDC en 2019. Elle a été legal office puis chargée d'administration et elle est dans l'équipe PCI depuis 2020. Elle contribue énormément dans l'élaboration de différents documents juridiques disséminés un peu partout en Afrique par Africa CDC. Et la seconde intervenante, aussi juriste, Dr Thibodi, qui est spécialiste sur des questions de santé publique, originaire de Cameroun, près de 10 ans d'expérience au ministère de la Santé et aujourd'hui, elle est boursier au programme de leadership
de santé mondiale de Kofi Annan. Madame Zeti? Oui, docteur Dickson. Vous êtes avec nous. OK. D'accord. Nous allons vous passer la parole. Allez-y, à vous la parole. Merci. Merci, docteur Dickson. Bonjour tout le monde, j'espère que vous me recevez parfaitement. Parce que j'ai un problème de connexion, mais j'espère qu'on va s'en sortir. Donc, encore une fois, bonjour tout le monde. Comme docteur Dickson vient de le dire, nous allons parcourir ensemble quelques slides pour essayer d'appréhender au mieux la mission et les objectifs du cadre juridique pour la prévention et le contrôle des infections élaboré par Africa CDC et ses partenaires techniques. Next slide. Donc, ici, nous avons un aperçu des thèmes principaux que nous allons aborder dans les prochaines minutes. Donc, nous allons voir ce que c'est qu'un cadre juridique, l'importance du cadre juridique, présenter le cadre juridique PCI d'Africa CDC, et je vais également faire le point brièvement du processus de l'élaboration du cadre juridique continental PCI, la raison d'être du cadre juridique PCI et éventuellement les avantages une fois transposés au niveau national. Next slide. Alors, pour commencer, nous allons définir le droit de la santé publique et pourquoi est-ce aussi important. Donc, pour le droit de la santé publique, de façon résumée, c'est l'étude des droits et obligations de l'État en vue de garantir les meilleures conditions de santé à la population. En général, les États membres travaillent toujours avec les partenaires techniques et même financiers pour l'élaboration des textes de santé publique. Donc, les lois de la santé publique permettent de créer, entre autres, les infrastructures sanitaires, d'élaborer des textes qui régulent le contexte environnemental des infrastructures sanitaires et autorisent les activités de santé publique. Next slide. Ici, nous avons voulu présenter quelques réalisations, quelques acquis obtenus sur la base des outils juridiques qui ont été adoptés. Donc, nous avons ici comme exemple la vaccination préventive contre les maladies qui a été effective grâce aux lois sur la vaccination dans les écoles, les programmes de vaccination des enfants. Nous avons la sécurité routière et sécurité des véhicules à moteur. Nous avons les textes sur la limitation de vitesse, les lois sur l'alcool, les lois sur le port de casques de ceinture de sécurité, entre autres. Nous avons les textes qui régulent l'environnement du travail. Nous avons, entre autres, les textes relatifs aux droits d'inspection, les conditions dangereuses du travail, les conditions minimales de sécurité sur les lieux de travail. Et enfin, nous avons noté les contrôles des maladies infectieuses, notamment soutenus par les codes sanitaires, les normes relatives à l'eau potable, les lois sur la quarantaine et l'isolement, etc. Next slide, please. Alors, pour comprendre le cadre juridique, dans son ensemble, est une série de textes, de normes convenues par le gouvernement national, les districts ou locaux, qui établissent officiellement les activités de prévention de lutte contre les infections au niveau central ainsi qu'au niveau décentralisé, au niveau des districts et au niveau local. Donc, par le biais du cadre juridique, un État membre a la capacité d'identifier l'organe de tutelle qui va réguler la prévention et le contrôle des infections, définir les missions et les devoirs de cet organe et ainsi également définir les normes relatives aux établissements sanitaires. Next slide. Pour mieux appréhender, pour mieux comprendre le cadre juridique, nous avons essayé de définir
l'importance de la PCI à chaque niveau, je dirais, d'intervention des agents de santé. Et là, nous allons voir au niveau de la sécurité des professionnels de la santé. Donc, de façon générale, les travailleurs de la santé sont une ressource limitée, partagée par tous et pour le bien de tous. En ce sens que nous n'avons pas beaucoup de travailleurs de santé et qui s'investissent dans le bien-être de la population. Donc, il est impératif de créer un environnement de travail sûr et fiable pour assurer leur protection. Aussi, peu d'établissements sanitaires assurent la surveillance des travailleurs de santé, et notamment ce qui concerne les cas de tuberculose, de grippe et autres infections communément transmises par les travailleurs ou contractées par eux-mêmes. Next slide. Nous avons noté que l'une des épidémies qui a été la plus grande menace pour les agents de santé, les professionnels de santé, c'est la maladie à virus Ebola, qui a fait d'énormes dégâts, notamment avec les agents de santé. Nous avons par exemple relevé en Afrique de l'Ouest, où l'épidémie a sévi, 881 cas d'infection, dont 513 décès des agents de santé, notamment au Libéria, en Guinée et au Sierra Leone. Nous avons également eu le cas de COVID-19 qui s'est vu depuis 2019-2020, et les agents en première ligne ont été les plus infectés dans leur travail quotidien. Next slide. Bon, ici, nous récapitulons de façon brève les statistiques d'infection, de contamination des agents de santé au niveau des différentes régions. Next slide. Alors, en ce qui concerne la sécurité des patients, les patients très souvent sont victimes, si le mot s'y est, de maladies nosocomiales, c'est-à-dire les infections liées aux soins de santé. Et ce sont des infections qui sont assez courantes dans le monde entier, mais la plupart des pays africains n'ont pas vraiment analysé ce problème et ne disposent pas donc de dispositifs de surveillance adéquats. Et d'après les études réalisées dans certains pays, la prévalence des infections associées aux soins de santé pourrait être beaucoup plus élevée en Afrique qu'en Europe et aux États-Unis. Next slide. Excusez, avant de continuer, nous avons une question. Docteur Dixon, nous avons la question que nous allons projeter, mais permettez-moi de finir juste ce slide et nous allons… Allez-y, allez-y. Oui, voilà passer la question pour permettre aux gens d'intervenir également. OK, donc concernant la sécurité de la population, les établissements de santé constituent un centre majeur de transmission des infections et d'amplification des épidémies. Les épidémies, nous l'avons tous constaté, déstabilisent les économies et la vie sociale. Par conséquent, la sécurité sanitaire est une question primordiale de sécurité matérielle et financière. Donc, nous sommes entre autres posé des questions de savoir est-ce que les épidémies et même la pandémie que nous avons actuellement auraient eu le même impact si nous avions un système PCI adéquat. Bon, il se peut que nous ne soyons pas en mesure d'empêcher les interactions humaines avec les chauves-souris, les primates et les différents flux migratoires, mais nous estimons qu'un système PCI adéquat aurait pu nous aider à identifier, à isoler, informer les autorités de santé publique afin de prévenir la transmission dans les établissements de santé. On peut avoir la question. Voilà. Donc, ici, c'est juste pour demander aux différents participants dans quel contexte la PCI semble-t-elle pertinente pour eux? Est-ce pour les cas d'urgence sanitaire
épidémies, par exemple Ebola et Covid-19, ou pour les services de prestation de soins, par exemple chirurgie, soins maternels, ou toutes les réponses. Si vous pouvez prendre 1 à 2 minutes pour répondre. Chers participants, chacun peut cocher une réponse, une seule réponse. C'est un sondage rapide, en une minute maximum. Allez-y, allez-y. Est-ce qu'on peut avoir, si tout le monde a participé, bien sûr, est-ce qu'on peut avoir les résultats? Okay. Okay. Merci, Dr. Dixon. Merci à tous les participants. Donc, voilà, de façon, je dirais, majoritaire, nous avons tous répondu à la dernière, enfin, opté pour la dernière réponse qui est la bonne, parce que la prévention et le contrôle des infections concernent en fait tous ces aspects du système de santé, c'est-à-dire les urgences sanitaires, la santé et la protection des agents de santé, la protection et le bien-être des patients, de la population, ainsi que la qualité des services rendus. Merci. Next slide. Oui, ça concerne tout le système de santé. Merci. D'accord. La résistance aux antimicrobiens également est un élément assez important, comme on vient de le dire, de la prévention et le contrôle des infections. Donc, les antimicrobiens sont des produits, des médicaments utilisés par tous enfin, utilisés pour lutter contre les infections par les hommes et pour les hommes et les animaux et l'environnement. Donc, les établissements de santé étant une zone confinée où l'on utilise de façon intensive les antimicrobiens, constitue en fait une zone qui facilite ou favorise la résistance et la transmission des maladies. Également, les établissements de santé sont un environnement dans lequel on réunit des personnes ayant un certain nombre, enfin, ayant un type de maladie et des personnes sensibles, ce qui facilite la transmission, par exemple, l'épidémie de tuberculose en Afrique du Sud. Nous n'avons pas eu beaucoup de données en ce qui concerne la résistance aux antimicrobiens, notamment en raison des difficultés de diagnostic, d'antibiogramme et de surveillance que nous avons relevées si haut. Next slide. Next slide. OK. Ici, il s'agit d'augmenter, d'accroître la proportion des établissements de santé dans l'utilisation, de la mise en œuvre de la prévention et le contrôle des infections. Donc, peu de pays africains ont recours aux droits ou aux textes qui existent pour structurer et garantir la santé publique. Certains pays ont déjà des textes qui existent, mais l'application et le respect des textes demeure toujours un défi, je dirais, pour certains États membres. Donc, il est donc nécessaire avec l'apport de la prévention ou du cadre juridique, pardon, PCI, d'adopter ou de mettre en œuvre, pardon, de mettre en place une agence gouvernementale ou d'un organisme d'accréditation non gouvernementale doté des pouvoirs ayant la capacité d'inspecter les installations, de mesurer la conformité aux normes, de faire respecter ces conformités et également de donner suite aux plaintes des patients ou des travailleurs de la santé. Et c'est dans ce sens qu'Africa CDC peut apporter une valeur ajoutée en utilisant son audience et son autorité pour promouvoir les lois avec des normes clairement définies. Next slide.
la raison d'être du cadre juridique. Le cadre juridique, en fait, servira de directive aux États membres pour la mise en place de leur programme PCI et qui s'appuiera sur l'existant déjà dans leur système juridique. Il y a des États membres qui ont déjà certains textes régulant la prévention et le contrôle des infections et d'autres qui n'en ont pas. Et le cadre juridique également permettra d'aider les États membres à identifier les moyens et les stratégies d'adapter le cadre juridique pour soutenir et renforcer les programmes PCI. Next slide. Alors, ici, nous revenons un peu sur la genèse du cadre juridique. Il faut dire que la nécessité d'élaborer un cadre juridique continental pour la prévention et le contrôle des infections vient de la déclaration commune que les États membres ont adoptée en 2019 pour renforcer les luttes contre les infections, notamment à travers l'adoption d'un certain nombre de recommandations. Donc, la recommandation 3A, par exemple, ne pas dire recommande, mais encourage l'augmentation de la proportion de formations sanitaires qui mettent en œuvre les programmes de prévention de lutte contre les infections. Et la recommandation 3C, quant à elle, encourage l'amélioration de l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à l'hygiène dans les établissements de santé, les exploitations agricoles et les communautés. Next slide. L'élaboration du cadre juridique s'est voulue très participative et inclusive et le processus est en cours depuis 2019, c'est-à-dire depuis les impacts et les néfastes constatés de la faiblesse du système sanitaire, notamment après l'épidémie Ebola. Donc, depuis 2018, les États membres ont manifesté de façon forte la nécessité de mettre en place, d'élaborer un cadre juridique pour la prévention et le contrôle des infections. Donc, dès 2019-2020, suite à la déclaration commune, un groupe de travail a été formé, un comité d'experts a été mis en place pour l'élaboration du projet de cadre juridique. Et entre 2019-2020, il y a eu des ateliers régionaux pour la révision du projet de cadre juridique et également pour la validation virtuelle comme en présentiel. 2020-2021, la version finale, c'est-à-dire avec tous les apports qui ont été collectés durant toutes ces réunions virtuelles et en présentiel, ont permis de consolider un document in fine qui a été soumis au comité technique spécialisé de la santé. Next slide. Bon, là, nous reprenons ce que j'ai dit plus haut. Donc, en 2018, en avril, Africa CDC a convié les États membres, les communautés économiques et régionales, les partenaires pour le cadre juridique. En 2019, toujours en avril, l'Organisation de consultation technique Africa CDC et ses partenaires techniques, notamment l'OMS, sur la prévention des infections, l'élaboration des normes minimales pour les milieux à ressources limitées. Et les États membres ont réitéré la volonté, la nécessité de mettre en place un cadre juridique fort pour soutenir la prévention et le contrôle des infections en Afrique. Next slide. De 2019 à 2020, il y a eu l'élaboration du cadre juridique pour la sécurité des établissements de santé en Afrique, novembre et décembre 2019. Les États membres et les partenaires ont examiné le cadre juridique PCI de janvier à décembre. Donc, comme je le disais tantôt, nous avons les réunions de validation virtuelle qui ont été organisées dans les 5 régions de l'Afrique. Next slide. De 2020 à 2022, le cadre a été finalisé et soumis au comité technique spécialisé. Août 2021 à février 2022, des réunions de plaidoyer ont également été organisées
pour collecter autant que possible le soutien des experts à la matière. Et de juin 2022, le comité technique spécialisé, c'est-à-dire tout récemment, a approuvé le cadre juridique. Le cadre juridique sera soumis au comité technique spécialisé sur la justice et les affaires juridiques en novembre 2022. Toutefois, nous avons déjà commencé l'élaboration d'une feuille de route, c'est-à-dire nous avons élaboré un questionnaire pour aider les États membres à transposer le cadre juridique dans leur propre système. Next slide. Okay. Le cadre juridique, une fois approuvé par les États membres, au regard de l'importance et de la portée du cadre juridique, permettra de renforcer le système de santé de façon générale, notamment par la mise en place d'un programme national de PCI, par l'adoption des directives fondées sur des données probantes, par l'éducation et la formation intégrée en matière de prévention des infections à tous les niveaux, l'incorporation des infections associées aux soins de santé dans le système de surveillance à tous les niveaux et la mise en place d'un programme de contrôle, d'audit et de retour d'informations pour la conformité à tous les niveaux. Donc, le cadre juridique fournit un guide et les exigences pour la mise en place du programme PCI au niveau national et des établissements de santé. Next slide. En ce qui concerne le contenu du cadre juridique, le cadre juridique PCI comporte 6 domaines essentiels. Et le domaine 1 est relatif à la mise en place d'un programme national de PCI. Ce domaine 1 décrit comment les instruments juridiques peuvent contribuer à mettre en place un programme national pour la coordination des mesures PCI au niveau national et au niveau des établissements de santé. Le domaine 2, relatif à l'élaboration et à l'adoption des directives, décrit comment les instruments juridiques peuvent conférer un programme national l'autorité, le pouvoir de fixer des normes de PCI au niveau des établissements sanitaires. Next slide. Le domaine 3 porte sur l'éducation et la formation en matière de prévention et contrôle des infections au niveau national et dans les établissements de santé. Donc, le domaine 3 décrit comment les instruments peuvent octroyer à un programme national l'autorité d'éduquer dans le sens de sensibiliser, de former les agents de santé à la prévention et le contrôle des infections. Le domaine 4, quant à lui, est relatif à l'intégration des infections nosocomiales, les infections associées aux soins de santé, y compris les infections liées à la résistance aux antimicrobiens, dans la surveillance au niveau national et au niveau des établissements de santé. Next slide, please. Le domaine 5 porte sur la mise en place d'un programme pour surveiller, auditer et recueillir les informations en retour sur la conformité au niveau national et au niveau des établissements de santé. Donc, le domaine 5 permettra de savoir comment les instruments juridiques peuvent accorder autorité à un programme national, de coordonner la surveillance et l'audit de conformité aux normes PCI élaborées. Le domaine 6, le dernier domaine, porte sur les exigences pour la mise en place de programmes de prévention et de contrôle des infections au niveau des établissements sanitaires. Donc, il décrit comment les instruments peuvent demander ou requérir aux établissements de santé de respecter certaines normes, certains standards de prévention des risques établis par un programme national. Next slide. Pour l'emploi du cadre juridique, c'est-à-dire comment est-ce que le cadre juridique sera utilisé au niveau national, nous avons 2 situations. Je l'ai dit, il y a des pays qui ont déjà un cadre juridique, c'est-à-dire un système juridique existant qui régule la prévention et le contrôle des infections, et d'autres qui n'en ont pas. Donc, pour les États membres ayant déjà un cadre juridique, ce cadre servira de guide pour examiner les instruments juridiques existants de l'État membre et permettra de renforcer leur portée, leur conformité.
Pour ceux qui n'ont pas, qui ne disposent pas de système, enfin de cadre juridique pour la prévention et le contrôle des infections, le cadre de Africa CDC, le cadre juridique d'Africa CDC, servira de modèle pour l'élaboration du cadre juridique national et la mise en place d'un programme national de PCI. Les États membres, donc, peuvent l'adopter et adapter ce cadre aux besoins nationaux, c'est-à-dire au contexte réel du pays. Next slide. Le cadre juridique et les normes PCI, il y a des standards qui ont été développés, je l'ai mentionné dans un slide plus haut, qui en fait sont des critères d'exigence de qualité qui ont été élaborés dès le début des épidémies de la pandémie. Donc, le cadre juridique, c'est juste pour montrer les différentes missions, spécificités du cadre juridique et des normes PCI élaborées. Donc, le cadre juridique crée un programme gouvernemental de PCI, donne au programme gouvernemental le pouvoir de définir les normes de PCI, donne autorité au programme de créer l'éducation et la formation, le suivi et la surveillance. Les normes PCI, quant à elles, indiquent aux établissements les équipements nécessaires qu'il faut avoir pour des soins de qualité, indique aux professionnels de santé comment suivre les pratiques en matière de prévention et de contrôle des infections, tant pour eux-mêmes leur propre protection que pour la protection et le bien-être du patient et de la population. Next slide. Ah. Dr. Dixon, là, nous avons... Oui. One question, Alina, please. Donc, en attendant que voilà, nous ayons la question, c'est full question, please. Voilà. Donc, la question ici, c'est de savoir si la PCI est importante pour assurer la sécurité des patients, selon vous, la sécurité de la population, la sécurité du personnel de santé, ou uniquement le contrôle des infections liées à la résistance aux antimicrobiens, ou si, selon vous, la PCI est importante pour tous les aspects mentionnés ci haut. Je vous laisse 1 à 2 minutes pour répondre, s'il vous plaît. Ok, chers participants, s'il vous plaît, cochez une seule réponse. Il n'y a qu'une seule réponse qui est possible. Docteur Sadrou, veuillez cocher sur le sondage directement. Merci. Ok, est-ce qu'on peut déjà voir la tendance, si possible? Yes. Ah, ok. Merci, merci tout le monde. Merci pour votre contribution. Effectivement, la PCI, pour résumer ce qui a été dit plus haut, concerne tous ces aspects de santé publique. Merci à vous. Je peux poursuivre, next slide. Can we proceed, please? We still have the poll question on our screen. Okay. On a avancé d'un slide. Est-ce qu'on peut revenir? Okay, merci. Ici, nous avons essayé de démontrer les précisions en fait des normes définies, par exemple, enfin des normes de PCI qui ont été élaborées. Comme je l'ai dit tantôt et comme tout le monde le sait, les normes en fait sont des critères vraiment très spécifiques pour apporter la qualité et l'amélioration
dans les soins et le travail quotidien. Donc ici, en exemple, nous avons pris comme norme les installations d'utilisation d'eau suffisante qui sont par exemple disponibles dans les établissements de santé pour l'hygiène des mains. Donc ici, c'est la condition nécessaire à la fourniture de soins de santé sûrs. Comme mesure de conformité pour pouvoir suivre de façon efficace, claire et vérifiable la norme qui a été élaborée, il faut définir un certain nombre d'exigences, de critères ou d'indicateurs. Voilà. Donc ici, nous avons énuméré donc, au moins 2 lavabos dans chaque unité de 20 lits ou plus, l'eau qui coule de manière continue et fiable, du savon ou une alternative appropriée est disponible à tout moment. C'est-à-dire que les normes apportent des précisions et des spécificités pour faciliter l'application des textes élaborés et permettre notamment de respecter les standards qui ont été définis. Next slide. Alors, qu'en est-il des avantages du cadre juridique une fois adopté? Donc, une fois adopté et transposé au niveau national, le cadre juridique, l'adoption du cadre juridique par les chefs d'État, parce que c'est la dernière sphère d'adoption au niveau de l'Union africaine. Une fois que c'est les chefs d'État membres des États membres, en fait, des 55 États membres de l'Union africaine auront adopté le cadre juridique, cela donnera un coup de pouce fort à l'application ou même à la valeur des textes élaborés par Africa CDC pour implémenter au niveau national, parce que ce serait un signe d'engagement politique assez fort pour accompagner ce programme. Donc, le cadre juridique également de PCI et le document d'orientation tiennent compte de la diversité des systèmes juridiques des États membres. Comme il y a des États membres qui ont déjà un système existant et d'autres qui n'en ont pas. Donc, le cadre juridique permettra d'éclairer le processus d'identification des instruments juridiques qui permet de contrôler, d'évaluer, de faire appliquer les normes PCI. Le cadre juridique également, entre autres, permettra de contribuer à identifier les secteurs dans lesquels les instruments juridiques peuvent allouer des budgets, affecter des ressources financières au programme PCI au niveau national et dans les établissements de soins. Également, le cadre juridique est un document. Une fois adopté par les États membres de haut niveau, le cadre juridique contribuera au processus d'identification des instruments juridiques pour renforcer la PCI des différents États membres et résoudre les conflits au sein des systèmes juridiques existants. Next slide, please. Le renforcement des capacités en matière de santé publique. Pour le premier point, il s'agit en fait des exigences même de l'OMS. Donc, la prévention et le contrôle des infections sont plus forts là où il y a des normes nationales applicables en matière de prévention et de contrôle des infections. L'éducation et la formation du personnel de santé, le système de surveillance des infections nosocomiales et la résistance aux antimicrobiens. Et là où il y a également un système de contrôle de la conformité aux normes de prévention des infections. Pour permettre en fait aux États membres de mettre en œuvre les exigences de l'OMS, il faut, entre le cadre juridique, permettra entre autres de définir et de faire respecter les normes PCI, d'éduquer et de former les agents de santé, les travailleurs de santé à ces normes, coordonner la surveillance des infections nosocomiales et les infections liées à la résistance aux antimicrobiens, et également coordonner le contrôle de la conformité aux normes définies. Donc, l'adoption et la transposition du cadre juridique PCI, ainsi que le respect des normes définies, une fois bien sûr adoptées et
une fois que les États membres et les experts se seraient appropriés, le système permettra d'asseoir un système de santé sûr en Afrique et fiable. Next slide. Yeah. Next slide. Je vous remercie pour votre attention et pour l'intérêt porté au thème de ce jour. Nous sommes à votre disposition pour des éventuelles questions de clarification et de compréhension. Merci à vous. Dr Dickson, je vous passe la parole. Merci beaucoup, madame, pour cette présentation très riche, très intéressante sur le cadre juridique qui va nous permettre de bien comprendre et surtout de bien arriver à mener le plaidoyer au niveau de nos différents pays. Et nous saluons tous les autres panélistes qui nous ont rejoints, Dr Yayaoué, Dr Yaya Labo et tous les autres participants de différents pays, la Mauritanie, le Bénin, le Cameroun, le Congo, le Togo, et le Maroc et la Tunisie. Tout ce que, bien sûr, il y a de ceux que je n'ai pas cités. Professeur Chedley? Oui, docteur Dickson. Oui, professeur. Vous avez quelque chose à... Oui, allez-y. Merci bien. Juste là, s'il vous plaît, peut-être pour nos séries de webinaires, c'est la première fois qu'on a une présentation vraiment qui cible le cadre juridique. Avant tout, permettez-moi, chers collègues, panélistes et participants, de remercier Madame Zetti pour la brillante présentation et vraiment l'effort fourni par le collègue au niveau de Africa CDC, l'African Center for Disease Control, le Centre africain pour la prévention de maladies. Personnellement, ça fait 30 ans que je suis dans ce domaine-là et qu'on attend ce document-là. Alors, ce document-là, il est très pertinent et le cadre de juridique, on a tous besoin pour la mise en œuvre et la pérennisation de la PCI. L'un de nos grands handicaps en matière de prévention contre l'infection, dans la majorité des pays africains de la région de l'Afrique, était l'absence d'un cadre légal qui légitime toutes nos activités en prévention contre l'infection, que ce soit au niveau national ou dans les formations sanitaires. Avant, tout se passe dans l'informel à tous les niveaux. D'accord? Et pour cadrer de nouveau ce cadre juridique, regardez, on a un programme PCI. Par exemple, ce qui a été proposé à l'heure actuelle, un grand projet de l'OMS. Personnellement, je suis consultant auprès du bureau régional de l'OMS dans la région africaine. Alors, ce document-là, on a le programme prévention contre l'infection pour lequel on a sélectionné le minimum requirement, les exigences minimales pour un programme de prévention contre l'infection avec des indicateurs bien précis. Alors, dans les exigences minimales, on a 8 composantes. La première composante, c'est que chaque pays doit avoir un programme de prévention contre l'infection actif. Et pour avoir un programme de prévention contre l'infection actif, ceci doit être légalement implémenté afin de pouvoir continuer à implémenter toutes les activités. Et ce que notre collègue, Madame Zetti, a présenté là, c'est l'outil qui va nous servir à développer un programme de prévention contre l'infection légitime. Autre chose, et dernière avant de passer, le collègue au niveau de l'Africa CDC sont en train de traduire ce document en français. Malheureusement, le document original, malheureusement pour le collègue francophone, le document original a été développé sous la direction d'Africa CDC avec la collaboration d'autres partenaires, y compris l'OMS. Et d'après ce que le docteur Alimi m'a informé récemment, il va être traduit. Alors, on va voir actuellement l'exemple de nos collègues au Cameroun. Merci et à vous la parole, Dr Dickson. Merci, professeur. Merci beaucoup. Nous allons prendre une petite vidéo rapide sur la prévention et le contrôle des infections de 2 minutes pratiquement.
Il va nous donner un peu. Et docteur Christie, s'il vous plaît, vous pouvez déjà vous préparer. Vous allez passer juste après la vidéo. Alina, please, can you display? No, we are just sharing the video again, Dr. Dixon. No sound. So again, there is no sound. It's okay now. Appuyé par l'Organisation mondiale de la santé OMS, le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a formé du 16 juillet au 2 août 2019 près de 2000 prestataires de santé. Ils sont médecins, infirmiers, laborantins, ambulanciers, brancardiers et nettoyeurs à avoir appris les moyens de prévention et de contrôle de l'infection PCI. C'est dans le cadre de la préparation à la riposte contre le virus Ebola. Ces prestataires de santé viennent de 21 districts sanitaires dits prioritaires. Pour le professeur Chedli Azouz de l'OMS, la prévention et le contrôle de l'infection impliquent des approches pratiques basées sur des faits scientifiquement prouvés qui visent à éviter aux patients et aux professionnels de soins toute contamination liée aux soins de santé. La prévention contre l'infection, ce sont des mesures pratiques que normalement tout professionnel de santé, que ce soit corps médical ou paramédical, infirmier, infirmière, sage-femme ou autre, et même le personnel de soutien, les techniciens de surface, les ambulanciers, doivent être formés et orientés sur les mesures de prévention et contrôle de l'infection qu'ils doivent observer lors de leur pratique quotidienne. Les formations avaient pour objectif de renforcer les capacités des districts sanitaires bénéficiaires sur les mesures de prévention et de contrôle des infections de base et former les prestataires des soins en PCI de base et triage et isolement. Les formations devaient aussi permettre de former les personnels d'appui sur la maladie à virus Ebola ainsi que sur les mesures spécifiques de OK, merci beaucoup. Thanks a lot, Alina. Vous voyez que sans le cadre juridique sur lequel, comme sous-bassement, un programme PCI ne sera pas en mesure d'être pris en compte et des stratégies multimodales ne seront pas possibles d'application sans un cadre juridique. Et docteur Christine? Oui, Docteur docteur. Christine? Oui, docteur. Oui. Allô? Voilà, docteur Christine est là avec nous. Nous vous entendons, docteur. Nous vous entendons. Son plus grand défi est de renforcer la prise en compte de déterminants juridiques dans la construction d'un système de préparation et de réponse aux urgences sanitaires en Afrique. Tel que nous l'avions dit, elle a plus de 10 ans d'expérience au ministère de la Santé publique. Elle est consultante internationale sur des problématiques de sécurité sanitaire en Afrique. Elle est boursière aussi au programme de leadership de santé mondiale à l'université Kofi Annan, sans oublier que c'est aussi un grand juriste spécialisé de questions de santé publique au Cameroun. Docteur Christie, à vous la parole. Oui. Merci, docteur Dixon. OK. Bonjour à tous. Merci de me passer la parole et de me donner l'opportunité de partager le travail qui a été réalisé au Cameroun
par une équipe mixte constituée des personnels de la division des affaires juridiques et du contentieux, du Centre de coordination des opérations d'urgence santé publique et de la direction de la promotion de la santé sur l'évaluation du cadre juridique de la prévention et du contrôle des infections. Diapositive, s'il vous plaît. Next slide. Voilà, merci. Nous allons présenter le contexte de l'évaluation du cadre juridique national de la PCI au Cameroun, les objectifs. Nous allons également discuter de la méthodologie, des résultats préliminaires et puis échanger sur les défis et les leçons apprises. Next slide, please. Donc, en termes de contexte, il faut rappeler qu'en 2017, le Cameroun a fait avec l'Organisation mondiale de la santé l'évaluation externe conjointe des principales capacités du RSI. Cette évaluation est une évaluation standard au terme de laquelle des scores sont affectés au pays pour déterminer leur niveau de capacité en ce qui concerne la préparation et la réponse aux urgences de santé publique. Donc, parmi les domaines techniques qui sont évalués au cours de cette activité, il y a le domaine technique résistance aux antimicrobiens. Et si vous regardez la diapositive qui est présentée, vous verrez bien que ce domaine technique résistance aux antimicrobiens a été divisé en 4 sous-domaines et que pour l'ensemble du domaine, le Cameroun était au rouge, c'est-à-dire avec un niveau de capacité insuffisant, faible. Donc, qu'il s'agisse de la capacité de détecter la résistance aux antimicrobiens, qu'il s'agisse de la surveillance des infections causées par les agents pathogènes résistants ou encore des programmes de prévention et de lutte contre les infections associées aux soins de santé et enfin les activités de gestion des antimicrobiens. Next slide, please. Donc, pour compléter ce diagnostic sur la faiblesse des capacités en matière de prévention et de contrôle des infections au Cameroun, nous avons la stratégie sectorielle de santé qui couvre la période de 2016 à 2027, donc qui est toujours en cours, et qui a établi que l'incidence et la prévalence des maladies transmissibles est élevée au Cameroun. La mortalité et la létalité intra-hospitalière et communautaire sont également élevées et finalement, la qualité de l'offre de soins est insuffisante. Tous ces éléments sont des éléments qui attestent des faibles capacités pour ce qui concerne les interventions de prévention et de contrôle des infections. Next slide. Maintenant, nous avons eu au-delà de ces documents, nous sommes encore confrontés au COVID-19. Et donc, depuis 2 ans, il y a un système de réponse au COVID-19 qui est en place. Et cette diapositive présente le numéro 136 du rapport de situation sur la réponse au COVID au Cameroun. Et je voulais attirer l'attention sur le nombre de décès, le nombre de cas de contamination au COVID-19 parmi les professionnels de santé et le nombre de décès. Donc, on voit qu'il y a eu près de 4500 à date, ce sont les chiffres cumulés. Donc, sur un total de plus de 120 000 cas confirmés, on a 4500 professionnels de santé infectés avec 61 décès. Il faut rappeler que l'une des finalités de la PCI, c'est de protéger le personnel de santé des infections afin qu'en retour, il soit capable aussi de protéger, d'assurer la sécurité des patients. Diapo, s'il vous plaît. Next slide, please. Voilà. Donc, pour compléter ce tableau, il faut dire que le diagnostic de la PCI au Cameroun
en se fondant sur la réponse au COVID-19, en se fondant sur la politique nationale de santé, en se fondant sur les évaluations des capacités relatives à la gestion des urgences de santé publique, montre la faiblesse de ces interventions-là. Mais l'évaluation a été poussée de l'avant avec la mise en place par Africa CDC. On l'a vu dans la présentation précédente d'un cadre juridique sur la prévention et le contrôle des infections à échelle continentale. Donc, depuis 2018, Africa CDC travaillait sur ce cadre et nous comme tous les États membres, nous avons participé au développement de ce cadre. Et lorsque ce document de cadre juridique a été officiellement transmis au ministère de la Santé, publique, nous avons décidé de l'utiliser pour pouvoir évaluer le cadre de prévention et de contrôle des infections. Je ne vais pas revenir sur le rôle des sciences juridiques, le rôle du droit pour ce qui est de la qualité et de la sécurité des soins et services de santé. Madame Zeti nous a parlé à suffisance de comment le droit peut permettre l'efficacité des interventions en matière de santé publique de façon générale. Next slide, please. Donc, nous avons donc, dans le contexte que je viens de présenter, décidé d'évaluer le cadre juridique national de la prévention et du contrôle des infections. Quel était donc l'objectif de cette évaluation? Comme vous pouvez le voir, c'était d'évaluer le cadre juridique de la prévention et du contrôle des infections au Cameroun, avec comme finalité d'identifier les forces de ce cadre juridique, d'identifier ses faiblesses et de proposer des mesures permettant d'améliorer ce cadre juridique. Tout ceci en utilisant, nous allons en parler dans la méthodologie, aussi bien le cadre juridique développé par Africa CDC que la documentation proposée par l'Organisation mondiale de la santé avec les précautions standards minimales. Diapositive, prochaine diapositive s'il vous plaît. Voilà, donc nous allons à présent parler de la méthodologie, le comment. Comment est-ce que cette évaluation a été menée? Il faut commencer par préciser que c'est une évaluation dont la période s'étale de décembre 2021 à avril 2022. Donc, nous avons commencé par mettre en place une équipe technique multidisciplinaire avec des juristes, des médecins, des infirmiers, des hygiénistes et des experts de PCI, parce que nous sommes convaincus que si on veut être efficace en santé publique, on doit avoir cette approche-là, plus particulièrement pour ce qui concerne la PCI. Il est important d'avoir ces approches qui combinent ensemble les expertises. C'est important aussi de souligner que nous avons bénéficié du soutien technique du Bureau pays de l'OMS au Cameroun. L'évaluation a utilisé une approche multisectorielle et participative, en ce sens que nous sommes efforcés en identifiant, autant pour moi, les parties prenantes, d'associer à ce processus tous les secteurs concernés par l'approche One Health. C'est dans cette perspective-là que parmi les parties prenantes de cette évaluation, nous avons travaillé avec le ministère en charge de la santé animale, nous avons travaillé avec le ministère en charge de l'agriculture dans la perspective d'identifier si par exemple, tout ce qui est pesticides rentrait dans le champ de notre travail. Nous avons également associé le ministère en charge de l'environnement à cette problématique. Nous avons travaillé avec le ministère en charge de la décentralisation parce que dans notre pays, les missions
pour ce qui concerne la PCI communautaire, sont souvent assumées par les collectivités territoriales décentralisées. Et nous avons également associé à ce travail le ministère en charge de la sécurité sociale, qui traite des questions de sécurité et de santé des travailleurs, y compris les travailleurs de santé. Donc, après l'identification des parties prenantes dont je viens de vous parler, nous avons également identifié et collecté en ligne et en présentiel les différents instruments juridiques relatifs à la PCI. Comment est-ce que nous identifions qu'un instrument juridique était pertinent pour pouvoir rentrer dans notre échantillon de travail? Nous avons utilisé des mots-clés. Et ces mots-clés, c'était les thèmes prévention et contrôle de l'infection, sécurité des patients, santé et sécurité au travail, qualité des prestations de santé, formation sanitaire. Donc, l'usage de ces mots-clés nous a permis de ramasser un certain nombre de textes pour pouvoir les examiner. Nous avons ensuite procédé à la revue documentaire des textes, dont des instruments juridiques nationaux qui étaient pertinents parce qu'ils comportaient ces mots-clés que nous venons d'énoncer. Next slide, please. Donc, nous avons également, et c'était l'une des parties importantes de notre travail, nous avons également utilisé un questionnaire pour pouvoir collecter les données auprès des parties prenantes multisectorielles. Et ce questionnaire, nous l'avons élaboré, comme je l'ai dit, sur la base du cadre juridique développé par l'Union africaine sur la PCI et de la documentation de l'OMS. Nous avons adapté ces instruments à notre contexte et nous avons sensiblement réduit la taille du cadre juridique à l'Union africaine, que nous avons réduit à un nombre de pages qui nous semblait plus raisonnable. Nous avons procédé au regroupement des domaines qui étaient identifiés dans ce cadre juridique en 5 domaines, plutôt que 6, comme ça existe dans ce domaine-là. Et nous avons, le regroupement aussi est passé des 8 exigences de l'OMS en matière de PCI à 5. Donc, voilà un peu l'activité d'adaptation de ces différents outils que nous avons réalisés. Une fois que nous avons fait cela et que nous avons fait la revue de la littérature, nous avons organisé un atelier multisectoriel d'évaluation pour pouvoir travailler en présentiel avec l'ensemble des parties prenantes. Et nous prévoyons d'organiser un atelier multisectoriel en mi-août pour valider le rapport technique d'évaluation. Next slide, please. Allô? OK, on a perdu la présentation, mais je pense que ça va s'arranger. Oui, ça va s'arranger dans quelques secondes. Allez l'appeler, can you come back? Oui. OK, ça vient. OK, c'est bon. Donc, nous avons parlé de la méthodologie, dont nous avons dit qu'elle était participative et où nous avons bénéficié du soutien technique de l'Organisation mondiale de la santé. Quels sont les résultats? Qu'est-ce que nous avons trouvé à l'analyse des textes? On peut présenter des résultats en disant d'abord de façon générale qu'il existe au Cameroun des textes qui se rapportent à la prévention et au contrôle des infections. Donc, nous avons identifié et exploité une quarantaine d'instruments juridiques, qu'il s'agisse de la législation primaire ou bien secondaire, c'est-à-dire des lois au sens strict et puis des actes réglementaires. Ce qu'on peut noter, c'est que ces instruments juridiques sont vieux. Il y en a qui datent de 1964 et donc ils mériteraient d'être mis à jour. Ces instruments juridiques sont aussi fragmentés, c'est-à-dire qu'on retrouve la prévention, des éléments de prévention et contrôle de l'infection qui sont dispersés dans plusieurs textes, ce qui rend difficile une approche cohérente
de la coordination et de la mise en œuvre de ces interventions. Et finalement, ces instruments juridiques sont incomplets pour certains. Donc, il y a des aspects prioritaires de la prévention et du contrôle des infections qui ne sont pas couverts par ces instruments juridiques. Je vais citer à titre d'exemple la surveillance des infections associées aux soins. Diapositive, s'il vous plaît. Voilà. Donc, maintenant, de façon plus détaillée, je vous ai expliqué que nous avions regroupé les principales composantes de la PCI. Nous en avions 5. Donc, je vais vous présenter quelques résultats détaillés en suivant ces composantes-là. La première composante qui concernait la coordination des interventions. En termes de force, nous voyons qu'il y a des activités de prévention et de contrôle des infections qui sont exercées par certaines structures du ministère de la Santé sur la base des instruments juridiques. Le cadre juridique national a mis en place un point focal national de la PCI et une collaboration multisectorielle pour certaines activités de PCI. Mais quelles sont les faiblesses? Les faiblesses, c'est que nous n'avons pas de programme dédié à la PCI qui s'appuie sur les textes. Autre faiblesse, c'est que le point focal national de la PCI est un individu, c'est-à-dire que c'est quand je dis c'est un individu, c'est une personne. C'est une personne, c'est-à-dire que c'est une seule personne, une personne physique, voilà, c'est ça là, c'est une personne physique. Ce serait plus efficace que ce soit un ensemble de personnes physiques, une institution avec un mandat clair, des missions définies, une organisation, une structuration. Ce n'est pas le cas. Et du coup, ça fait que cette instance qui pourrait assurer la coordination des interventions de PCI au niveau national a un positionnement juridique qui est insuffisant et qui ne va pas faciliter la coordination. Voilà. Next slide, please. La deuxième composante que nous avons identifiée dans notre questionnaire, c'était l'organisation de la PCI dans les formations sanitaires publiques et privées. Et nous avons pu établir qu'il y a des obligations juridiques de mettre en place un certain nombre d'instances en charge de la prévention et du contrôle des infections au niveau des formations sanitaires. Les formations sanitaires, c'est la terminologie que nous utilisons pour désigner ce qu'on a appelé dans les deux instruments, celui de l'OMS et celui de l'Union africaine, les établissements de santé. Donc, nous avons également établi qu'il existe un système de surveillance intégrée des maladies qui a un régime général de protection de la santé du travailleur. Et nous avons aussi un programme élargi de vaccination qui est fonctionnel et qui est assis sur les textes. Mais là encore, ces textes, ces dispositions juridiques présentent des lacunes, des faiblesses, lesquelles c'est la pluralité des instances qui sont en charge de la PCI au niveau des établissements de santé, au niveau des formations sanitaires. Nous en avons identifié au moins 3 avec des dénominations différentes, ce qui est source de confusion, avec des difficultés de mise en œuvre au niveau de ces formations sanitaires. Nous avons également noté qu'il n'existe pas, je l'ai dit d'entrée des jeux, il n'existe pas un encadrement juridique de la surveillance des infections associées aux soins. Nous savons que quand parler d'un système de surveillance, ça signifie qu'on doit savoir qui fait la surveillance, on doit savoir qu'est-ce qu'on surveille, on doit avoir des définitions de cas, on doit avoir des modalités de cette surveillance, quand est-ce que les données sont collectées, comment est-ce qu'elles sont analysées, comment est-ce qu'elles sont utilisées pour guider la prise des décisions. Donc, il faut des outils, on n'a rien de tout cela qui soit encadré par le texte pour pouvoir encadrer cette surveillance qui est pourtant nécessaire à la sécurité des patients et même des professionnels de santé eux-mêmes. Nous n'avons pas un régime spécifique pour protéger les travailleurs de santé.
dans la présentation précédente et avec le contexte que nous connaissons, nous avons bien vu que les ressources humaines en santé sont des ressources qui sont rares, ce sont des ressources qui sont extrêmement importantes pour la stabilité, non seulement d'un système de santé, mais également, en fait, pour les systèmes économiques, politiques de façon plus large. Parce que lorsque survient une urgence santé publique et qu'elle va affecter ces ressources humaines pour la santé, là, les conséquences seront pas seulement d'ordre sanitaire, elles seront d'ordre économique, politique, social et j'en passe. Nous avons également noté qu'il n'y a pas de loi spécifique pour la vaccination. C'est quelque chose, c'est une difficulté à laquelle nous avons été confrontés dans le cadre de la réponse au COVID-19, où lorsque les vaccinations ont été introduites jusqu'à présent, elles restent recommandées. Nous n'avons pas un mécanisme juridique efficace qui puisse permettre si cela a été nécessaire, d'utiliser la vaccination de façon contraignante pour prévenir la survenue la propagation des maladies. Next slide, please. La troisième composante sur laquelle nous avons travaillé, c'était la gestion des eaux, l'hygiène et l'assainissement. Et nous avons noté comme force qu'il existe des instruments juridiques qui concernent la protection générale de l'environnement. Nous avons un cadre juridique spécifique pour la gestion des déchets hospitaliers et il existe également un cadre juridique pour la destruction des carcasses en situation d'épizootie. Néanmoins, ces cadres juridiques, notamment pour ce qui concerne la gestion des déchets hospitaliers et son application est insuffisante. Et nous avons également été confrontés à l'insuffisance du cadre juridique national pour ce qui concerne la gestion des dépouilles des personnes qui sont décédées ou qui sont suspectes d'être décédées de maladies à potentiel épidémique. Le cas s'est présenté de façon très concrète. La gestion, au moins en début de l'épidémie, des cas de COVID et nous avons été confrontés à beaucoup de difficultés. Next slide, please. Docteur Christine. Oui. Nous vous prions d'accélérer, s'il vous plaît. Accélérer. Allez aux essentiels, s'il vous plaît. Merci. OK. Donc, nous avons également traité de l'évaluation de la prévention et du contrôle des infections et nous avons pu noter qu'il existe un cadre général pour l'évaluation de la qualité des soins, mais malheureusement, il n'y a pas de dispositif spécifique à l'évaluation de la PCI et les normes contraignantes relatives aux infrastructures, aux équipements sont rares. Next slide, please. Finalement, la dernière composante concernait l'éducation et la formation sur la PCI. Et dans ce cas également, on a un cadre générique qui existe, mais il n'y a pas de dispositif spécifique de formation initiale et continue sur la PCI. Next slide, please. Donc, quels sont les défis et les leçons qui ont été apprises pendant la conduite de cette évaluation? Le premier défi, c'est que la terminologie PCI est nouvelle et elle est peu utilisée dans les instruments juridiques. Ça rend difficile l'identification des instruments juridiques pertinents. De plus, pendant les travaux, c'était un défi pour nous de pouvoir surmonter la tentation d'évaluer l'efficacité de la PCI plutôt que le cadre juridique de la PCI, ce qui n'est pas tout à fait exactement la même chose. Next slide, please. Donc, nous avons eu des difficultés à mettre en œuvre la multisectorialité parce que les outils qui sont proposés sont centrés sur la PCI, certes au niveau national, mais beaucoup plus en milieu hospitalier. Donc, collecter les informations des autres secteurs irrelatifs, ça a représenté un défi pour nous. Nous avons appris qu'il est nécessaire d'adapter les outils proposés, que ce soit par l'OMS ou bien l'Union africaine à notre contexte. Nous l'avons fait. Nous avons également appris qu'il est nécessaire d'affecter des ressources suffisantes à l'évaluation, que ce soit les ressources humaines, que ce soit les ressources financières qui sont
les ressources matérielles qui sont souvent peu disponibles pour les évaluations de cadres juridiques en santé publique de façon générale. Et finalement, nous avons pensé qu'il serait peut-être utile de réfléchir à un format de rapport uniforme pour pouvoir déboucher sur la création de profils pays en matière de prévention et contrôle des infections. Next slide, please. Donc, nous avons terminé. Il ne me reste plus qu'à vous dire merci pour votre bienveillante attention. Merci beaucoup, Dr. Christie. Merci pour cette brillante présentation. Nous avons de retour de différents participants sur des présentations de Mme Zeti et de Dr. Christie, qui sont très ravis d'avoir écouté tout ce que vous avez pu partager avec nous aujourd'hui de toutes ces présentations. Chers panélistes, nous vous accordons la parole 1 minute rapidement, s'il y a quelque chose à ajouter, avant que nous puissions prendre les différentes questions de participants. Oui, professeur Chetli, allez-y. Merci bien, Dr. Dixon. Je remercie notre collègue Dr. Christie et pour notre collègue aussi Zeti. Malheureusement, chers collègues orateurs, aujourd'hui, nos participants ont l'habitude de participer à des présentations d'ordre technique et plus spécifique à leur domaine de compétences. Bien que vos deux présentations sont très pertinentes et sans elles, on ne peut pas entamer aucune activité, que ce soit à tous les niveaux de prévention, contrôle d'infection. Chers collègues participants, il y a des questions qui ont été posées et on va essayer de répondre un à un. Et la priorité sera à nos deux orateurs, Mme Zeti et Dr. Christie. À vous, Dr. Dixon. Merci, professeur. Merci. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Sinon, nous allons déjà commencer par prendre la toute première question, ce que les participants veulent savoir. Est-ce qu'il y a-t-il une différence entre le cadre juridique et les normes OMS et le cadre juridique et les normes de l'Union africaine? Est-ce qu'il y a-t-il une différence ou quelles sont les similitudes entre les deux? À vous. Merci, Dr. Dixon. Pour répondre à cette question, je dirais beaucoup plus qu'il y a, qu'on pourrait parler de complémentarité entre les deux cadres juridiques, du moment où le cadre juridique de l'Union africaine, Africa CDC, a été développé en collaboration avec le partenaire technique, notamment l'OMS et les autres partenaires qui interviennent dans le domaine de la santé. Donc, ce sont des cadres juridiques qui, tous les deux, régulent le secteur de la santé et qui apportent des textes en vue d'améliorer la qualité des soins apportés dans nos différents États membres. Ce que je peux dire comme réponse à cette question. Est-ce que je peux poursuivre pour les autres questions? Merci. L'autre question, c'est que est-ce que le cadre juridique de l'Union africaine, quels sont les pays qui ont adopté ce cadre juridique? Est-ce que vous avez une idée précise et est-ce que ces cadres juridiques peuvent être utilisés aussi dans les établissements privés? Je disais dans ma présentation que l'adoption du cadre juridique suit un processus et qu'une fois le draft élaboré, il a été soumis au comité technique spécialisé sur la santé et qu'il a validé en juin dernier. Le projet de cadre juridique sera soumis au comité technique spécialisé en novembre, le comité technique spécialisé sur la justice. Et vu que c'est un document qui a deux aspects, c'est-à-dire l'aspect juridique et l'aspect santé, il est impératif qu'il soit revu, révisé et validé par les deux comités techniques. Et après la validation de ces deux documents, enfin de ces deux comités, nous allons procéder à la prochaine étape qui est la validation par le comité des représentants et enfin par les chefs
d'État des États membres. Donc, c'est à l'issue de cette adoption finale que les États membres pourront s'approprier le document. Mais pour l'instant, à l'instar du Cameroun, nous avons déjà un certain nombre d'États membres qui se sont déjà lancés dans le projet de révision de leur cadre juridique. Comme vous avez vu avec Dr Christie, nous avons également un certain nombre de pays, c'est-à-dire que ce sont des experts. L'initiative est propre aux États membres, les experts qui ont contribué à l'élaboration du cadre juridique. Je l'ai dit, nous avons travaillé avec des comités d'experts qui ont réuni les différents pays, les différents experts techniques des États membres. Donc, c'est sur initiative propre qu'ils ont demandé l'accompagnement de Africa CDC pour mettre à jour ou travailler sur leur système PCI en attendant la validation de façon générale par les États membres, par les chefs d'État membres. OK. Merci beaucoup. Oui, professeur, allez-y, professeur Chadli. Oui, juste pour compléter, alors comme ça a été dit aussi pour l'OMS, actuellement, il y a 11 pays cibles et parmi ces 11 pays cibles pour lesquels il y a un grand projet d'institutionnalisation de la PCI, 6 de ces pays-là, le dernier où j'y étais récemment, c'était la Namibie. Et il y a aussi le Soudan du Sud, il y a la Côte d'Ivoire, alors qui ont vraiment eu une idée sur ce document-là et se sont appuyés sur ce document-là pour faire deux propositions à leurs autorités afin de développer un cadre légal pour le programme de prévention et contrôle d'infection. Alors, nous-mêmes, au niveau de l'OMS, on recommande aussi et on utilise ce document pour l'institutionnalisation de la PCI dans les pays de la région africaine. Merci à vous. Merci, professeur. Merci, professeur. Et les autres participants voudraient savoir, avec l'expérience du Cameroun, est-ce qu'on peut avoir de précision quelle a été la cible dans l'évaluation des différentes composantes de PCI, les différentes composantes, la coordination, la gestion environnementale, la gestion de déchets et tout ça. Dans les formations sanitaires, quelles ont été la cible? OK. Merci pour la question. Quelle a été la cible? Je pense que on l'a dit, on l'a expliqué un peu en parlant des parties prenantes. C'était d'abord le ministère de la Santé. Et au ministère de la Santé, les structures techniques qui ont des missions en matière de prévention et de contrôle des infections, il n'y en a pas une seule. La division des affaires juridiques, puisqu'il s'agissait d'une activité qui est juridique. Nous avons également travaillé au ministère de la Santé publique avec l'unité en charge de la PCI au sein du Centre de coordination des opérations d'urgence santé publique. On l'a bien vu, la PCI, c'est une activité qui va se mener en situation de routine, mais c'est également une PCI, c'est également une activité autant pour moi qui va prendre de l'ampleur quand on est en situation d'urgence de santé publique. Nous avons, donc voilà les intervenants au niveau du ministère de la Santé, c'est-à-dire des acteurs techniques, mais aussi des acteurs juridiques. À côté des intervenants du ministère de la Santé publique, nous avons travaillé avec les formations sanitaires. Nous avons, c'est-à-dire les établissements de santé. Donc, il y avait des représentants des établissements de santé dans le processus de collecte des données. Nous avons également travaillé avec ceux qui, au niveau régional, c'est-à-dire au niveau des concentrés, sont en charge de la prévention et du contrôle des infections. Ce sont des personnes avec des profils variés. Ça peut être ce sont généralement des personnes qui sont des hygiénistes, des personnels formés sur le WASH qui ont une certaine expertise en matière de prévention et de contrôle des infections. Hors du ministère de la Santé, nous avons travaillé, je l'ai dit, avec le ministère en charge de l'élevage, donc de la santé animale. Nous avons également associé ceux du secteur de l'environnement, en protection de l'environnement.
nous avons aussi associé à la collecte et à l'analyse des données, il faut le dire, ceux en charge du secteur de la protection sociale, mais spécifiquement ceux qui travaillent sur tout ce qui est protection de la santé des travailleurs, parce qu'il y a un lien. Les ressources humaines en santé sont des travailleurs, dont les normes générales qui sont définies à ce niveau-là sont susceptibles de s'appliquer à eux. Et finalement, nous avons associé au travail ceux qui sont en charge de la décentralisation pour les problématiques de PCI communautaires. Donc voilà globalement le profil de ceux qui ont des intervenants auprès desquels les informations ont été collectées et qui ont participé à l'analyse. Merci. Merci beaucoup, docteur. Oui, professeur Chedji, allez-y. Merci, merci. Peut-être après ma parole, je vais solliciter notre collègue Dr Acho du Côte d'Ivoire, s'il peut nous partager un peu l'expérience après les activités qui ont été faites en Côte d'Ivoire. Juste pour revenir à la présentation de Dr Christie, chers collègues, ce qui a été fait au Cameroun devrait être fait dans tout le pays. C'est-à-dire, n'oubliez pas qu'il y a beaucoup de composantes, de mesures ou de pratiques en matière de prévention contre l'infection qui existent déjà dans notre système sanitaire, dans nos formations sanitaires et qui sont aussi utilisées par nos professionnels de santé. Mais ce qui est visé actuellement, comme elle a montré pour vous, il y a des textes de loi en rapport avec le WASH, un texte de loi en rapport avec la vaccination, avec pas mal d'autres éléments, mais on veut le regrouper et avoir une entité spécifique à la prévention contre l'infection dans laquelle on regroupe et on légitime ce programme-là. Je ne sais pas, autre élément peut-être très intéressant, c'est qu'à l'échelle internationale, actuellement, personnellement, je suis dans ce groupe-là. Vous le savez très bien que l'OMS a déjà partagé la stratégie globale pour la prévention contre l'infection et ça a été adopté par tous les pays membres des Nations Unies dans la résolution WHA 75. Et maintenant, on travaille sur un plan d'action global. Alors, je ne sais pas si Dr Acho nous écoute, il peut nous partager un peu leur expérience par rapport au usage du cadre juridique. Dr Acho? Dr Acho? Oui. Oui. Allô? Vous avez... Oui. Allô? Oui. Vous avez 1 minute. Allez-y, docteur. Est-ce possible de passer la parole à un personnel du service juridique du ministère? Vas-y, rapidement. Au niveau de la PCI, nous avons élaboré qui demande justement avoir des choses qui a d'application de cette loi. Et maintenant, nous sommes en train d'élaborer concernant le trait sur PCI et de la direction des affaires juridiques. Et là, il peut nous apporter aussi un appui. Merci beaucoup. Et aussi, oui. Allez-y. Docteur Acho. OK. Allô? Nous allons juste prendre... Oui, allô. Allô? Il a un problème de connexion. Passez une autre question. Allô? Il a un problème de connexion. Il a un sérieux problème. Oui. Docteur Acho, nous passons à l'autre question. On va prendre une dernière question. Docteur Christie,
Les participants veulent savoir, est-ce que vous avez un programme PCI opérationnel au niveau du Cameroun et de votre évaluation, toutes les faiblesses recueillies, quels sont leurs devenirs? Docteur Christie, allez-y. Oui, merci de me passer la parole. Je crois que dans ma présentation, j'ai indiqué qu'il n'y a pas de programme PCI au Cameroun qui soit mis en place d'un point de vue juridique. Il y a un point focal national PCI, mais même ce point focal national présente des insuffisances. Quand nous avons fini cette évaluation, nous avons développer une feuille de route pour l'amélioration du cadre juridique national en matière de PCI. Et parmi les activités prioritaires dans cette feuille de route, il y a l'institutionnalisation du programme PCI, c'est-à-dire que sa création d'un point de vue juridique en respectant les critères qui sont définis par l'OMS et que l'Union africaine a repris dans son modèle de cadre juridique. Merci. Merci beaucoup. Nous allons prendre un dernier panéliste avant de clôturer notre session. Oui, docteur Valérie, allez-y. Allez-y rapidement. Merci beaucoup pour ces présentations ô combien importantes pour nous. J'aimerais marteler sur quelques éléments en disant que ce cadre, il est tout à fait intéressant et nous permet de pouvoir avoir une PCI plus effective. Parce que ceci nous permettra du cadre juridique, nous permettre de pouvoir reconnaître que la loi nous autorise de faire ceci dans le cadre de la loi. Nous aurons aussi droit à ceci et voilà les devoirs que nous pouvons éventuellement aussi remplir pour pouvoir essayer de pouvoir rendre une santé meilleure, une seule santé donc pour tous. Et cela conduirait facilement à des manuels d'implémentation de ce cadre juridique, des lignes directrices ainsi que des SOP éventuellement. Mais permettez-moi de pouvoir mentionner une chose, que les différents cadres juridiques des autres intervenants qui ont précédé et qui travailleraient plus tard dans une équipe PCI avec l'équipe PCI demandent évidemment qu'ils soient relus à la lumière de ce qui est sorti pour voir ce qui contredirait l'un ou l'autre. Par exemple, la gestion des déchets, la médecine environnementale, la médecine du travail, pour essayer de pouvoir harmoniser cela dans une équipe multidisciplinaire. Permettez-moi de terminer pour dire que ici, il y a des collègues qui ont posé des questions par rapport à la médecine One Health. Ici, même quand nous mettons l'antibiorésistance, nous tenons compte de toutes ces choses ici et que le cadre architectural, par exemple, des animaux, là où ils vont travailler, ainsi de suite, on a besoin de cette PCI qui leur est aussi attachée, mais c'est toute une équipe qui travaille dans ce cadre-là. Donc, je vous remercie parce que ceci, c'est une très belle avancée à notre niveau pour nous permettre de pouvoir donc faire une PCI effective au niveau de l'Afrique en général et au niveau de chaque pays. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Professeur Chebli, c'est une ancienne main ou comment? Non, juste pour, il y a deux questions pertinentes qui ont été ajoutées par des collègues. Il y a Rachida, il y a Ondo. Alors, s'il vous plaît, retenez une chose, c'est que chaque pays est souverain. Chaque pays, il a son cadre légal. Ce qui est proposé par ce cadre légal pour la PCI, ce n'est qu'un processus, une démarche sur lequel le pays peut s'appuyer. Mais ils ont à développer le cadre juridique spécifique à leur système à eux. C'est-à-dire, ils ne vont pas juste prendre tel qu'il est la proposition qui a été faite dans le cadre juridique de l'Afrique CDC et l'adopter ou la coller ou se forcer de l'utiliser. Alors, juste, ils prennent ce cadre juridique, ils font l'analyse comme ça a été fait, par exemple, au niveau du Cameroun, et de proposer ce qui est le plus adapté et convenant pour leur pays. Merci et à vous, Dr. Dixon. Merci beaucoup, professeur. Merci. Nous avons débordé de 3 minutes de notre temps. Nous nous excusons sincèrement de ces légers dépassements. Et nous disons merci à tous les panélistes et un grand merci à tous les participants que vous avez été présents. N'oubliez pas que nous avons notre rendez-vous chaque jeudi à la même heure et soyons présents, continuons à partager le lien. Nous avons vu que nous avons dans le cadre du juridique la sécurité de travailleurs, la sécurité de patients est revenue plusieurs fois
Et la semaine prochaine, nous allons aborder le sujet sur la sécurité de travailleurs de santé et l'évaluation des risques au point de prestation. Les travailleurs de santé que nous sommes, que vous êtes, nous devons tous être là et inviter le plus de travailleurs de santé possible, laborantins, étudiants en médecine, tous ceux qui, même s'ils sont étudiants, s'ils font le stage, invitez-le à nous joindre à ces webinaires. Infirmiers et toutes les couches de prestataires, même les administrateurs, n'hésitez pas à les inviter pour comprendre ce que nous disons en ce qui concerne la PCI. Nous disons un grand merci aussi aux intervenants d'aujourd'hui, donc Dr Christie et Madame Zeti, vous avez été excellents. Et nous vous rappelons que nous continuons nos discussions dans la communauté pratique Telegram, dont nous vous avons partagé le lien. Et nous disons merci à l'OMS, à Africa CDC, à ECAN, et surtout nous disons aussi merci à l'équipe ECHO pour le travail technique qu'ils sont en train de faire durant tout ce webinaire. Et nous vous disons au revoir et à jeudi prochain, même heure. Au revoir. Au revoir, Dr. Dickson. Au revoir, Dr. Dickson. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Ok, merci bien. Au revoir. Je crois, Dr. Dickson, que vous avez dérangé votre petit. Hein? Votre petit, il pleure, vous l'avez dérangé. C'est un bébé PCI. Il apprend déjà la PCI, je l'apprends. Au revoir. Au revoir. Yeah. Alina, we can close. Okay, Dr. Dixon. Thanks.